Avertissement, ce film contient des scènes de violence et ne peut être visionné par les enfants ou des personnes psychiquement vulnérables. Октябрьская, взрыв по второму пути. Я 07, я внизу, какая тут информация, какая надо? Есть скорая свободная. Мам, почему ты не отвечаешь? 4 скорых, 4 пострадавших. Мам, чего ты не звонишь? Мамочка, перезвони, пожалуйста, мам. Около 80 человек. У меня 2 пострадавших с ногами. Le 11 avril 2011, station Oktyabrskaya. Il est 17h55. C'est l'heure de pointe dans la capitale. Le quai et les trains sont bondés de passagers. À cet instant, des milliers de personnes sont bloquées dans l'étroit sarcophage de béton de cette station de correspondance. 50 secondes plus tard, l'attentat divisera ces gens en vivants et morts. Les terroristes sont recherchés par toutes les forces de l'ordre du pays. Ils sont recherchés dans les gares, les aéroports, les lieux publics. Durant toute la nuit, les spécialistes étudient, image après image, la vidéo des caméras de surveillance de toutes les stations de métro. Leur attention particulière est attachée aux stations Oktyabrskaya et Kupalovskaya. C'est vers le matin qu'ils découvrent cet homme. À 17h43, il descend du wagon, un sac lourd à la main, et se dirige vers la station Oktyabrskaya. Quelques instants après l'explosion, c'est encore lui qui ressort du métro, cette fois sans son sac. Cet homme s'appelle Dmitry Konovalov. 29 heures après l'explosion, son complice Vladislav Kovalyov et lui-même sont arrêtés par les forces spéciales Almaz du ministère de l'Intérieur. L'explosion bouleversant toute la Biélorussie. L'explosion arrêtant 15 vies humaines. Comment a été préparé et réalisé le crime de sang le plus spectaculaire de l'histoire moderne de la Biélorussie? À quel moment vous avez appuyé le bouton? Quand le train arrivait en station? L'explosion à la station Oktyabrskaya. Crime et châtiment. Regardez tout de suite. C'est le quartier DSK à Vitebsk. C'est ici que Dmitry Konovalov est né, a grandi et est allé à l'école numéro 35. Ce qui le diffère le plus des jeunes de son âge, c'est une passion pathologique pour la chimie et les engins explosifs. On se baladait, faisait des bêtises, expérimentait, faisait sauter des trucs. C'est dans cette école et dans cette classe que Konovalov faisait ses études. C'est le registre avec ses notes. Elles sont plutôt moyennes, sauf celles excellentes en chimie. C'est vrai qu'il était super doué en chimie. La passion pour la chimie n'est pas un crime. Cependant, petit à petit, les explosifs chassent la famille, les amis et l'humanité de la vie de Konovalov. C'est plus tard que l'enquête et les assises du tribunal feront découvrir quelle dimension monstrueuse prendra son mépris envers les gens qui l'entourent. C'est par l'alcool que Konovalov compense son repli sur soi-même et son aigreur. Je peux pas s'en boire derrière, mais je boirai quand même.
Les participants à ces beuveries raconteront. Konovalov parle souvent du suicide. Pendant le procès, 10 témoins, y compris sa propre mère, son père et son frère, décrivent en détail ces 3 tentatives de suicide. Après avoir descendu une bouteille de vodka, sans trop réfléchir, j'ai pris des lames et je me coupais le poignet en longueur jusqu'à 7 cm sur une main. J'essayais pourtant de ne pas toucher les tendons. Puis, j'ai fait pareil sur l'autre main. J'ai perdu une petite flaque de sang. Et ça, je l'ai fait dans une cave. Bref, c'était très spontané et maladroit. Il allait se suicider après ça. Il m'a montré des cachets, enfin une sorte de cachet, des capsules avec une substance dedans. L'idée du suicide apparaît de temps en temps chez Vladislav Kovalov même. Dès ses 17 ans, il est enregistré et suivi par le toxicologue local suite aux abus d'alcool. Après avoir fait le puzzle à partir des faits de la biographie et des témoignages du terroriste, les psychologues experts sont formels. Il ne ment pas quand il s'appelle « homme redoutable ». Il comprenait et il savait parfaitement ce qu'il faisait. Après l'école secondaire, Konovalov fait ses études au lycée professionnel. Selon ses propres témoignages, il n'a pas le goût pour ses études. En 2005, il est exclu du lycée. Seulement quelques jours plus tard, le 14 et le 22 septembre, 2 explosions secouent la ville de Vitebsk. La piste principale de l'enquête, éléments blessants rares. Les voilà, ce sont les pieds d'un réveil matin s'évanouit. On contrôle tous les ateliers d'horlogerie à Vitebsk. C'est incroyable quand les policiers viennent chez Konovalov, ils découvrent que son père travaille comme horloger. 3 faits fatals conduisent l'enquête dans une impasse. L'horloger et son fils aîné sont innocents. Personne ne soupçonne Konovalov Jr. et les spécialistes ne descendent pas dans la cave. Ce n'est que plus tard que ce laboratoire situé dans la cave va lier les 4 explosions. Dans les plaies lacérées des victimes, on remarque les traces d'une rare matière à souder. La même matière est découverte dans la bombe non explosée près de l'obélisque. Finalement, la même matière est trouvée dans la cave de Konovalov en 2011. Dans les 2 cas, la matière à souder représente l'alliage plomb, étain, antimoine. Lors du 2e interrogatoire, Konovalov raconte en détail comment il a réalisé l'explosion dans sa ville natale. 2 engins explosifs ont été fabriqués sous forme d'une canette de bière. Il y a encore une personne qui est au courant des préparatifs et réalisations des attentats à Vitebsk. C'est Vladislav Kovalov, un ami de Konovalov. Il le sait 1 mois à l'avance, mais il ne le divulgue à personne. Il cachera sa participation pendant 6 ans. C'est l'explosif qui dénonce Kovalov, celui qu'il achète en 2005. Après les explosions à Vitebsk, Vladislav enfouit le trinitrotoluène dans un terrain vague et il le récupère 1 an plus tard. Ce trinitrotoluène fera la base de la bombe qui n'explosera pas à Minsk le jour de la fête de l'indépendance. Il est là le fossé où j'ai caché la substance explosive. La provenance du trinitrotoluène est encore un crime élucidé par l'enquête après l'arrestation des terroristes. En 2001, Maxime Jolodiev, soldat du contingent, vole dans son unité militaire 3 pétards explosifs. 4 ans plus tard, il les vend à son pote, Yevgeny Koksionok. Cela aurait été dommage de les jeter à la poubelle, donc je les ai vendus à mon ami Kovalov. 1 mois avant la première explosion à Minsk, il donne à Konovalov le reste du trinitrotoluène. C'est en août 2011 que Maxime Jolodiev est condamné pour 6 ans de prison pour avoir volé l'explosif. Yevgeny Koksionok n'est pas condamné en raison de son jeune âge. L'impunité inspire les poseurs de bombes. Les attaques deviennent plus insolentes et cyniques. En été 2002, Konovalov et Kovalov font sauter les fenêtres d'une bibliothèque pour enfants. 2 kiosques prennent feu. L'un est réduit en cendres. Un minibus est brûlé dans la cour de Kovalov. Les explosions grondent dans les immeubles d'habitation et à la station ferroviaire Grishany.
Alors, où devons-nous aller maintenant? Dans cet immeuble. C'est là où on a fait une explosion et brûlé l'entrée. Lors du face-à-face, Kovalov se lâche et raconte 2 épisodes avec des haubans et du mélange combustible. L'un des épisodes n'est même pas connu de la police de Vitebsk. Un homme à vélo passait. L'explosion s'est produite et puis, en fait, le liquide combustible a raté le mec. Le cycliste a eu de la chance. Sa vitesse l'a sauvé. Il s'appelle Vladimir Shelutkevich. L'explosion m'a rappelé un tir de char. Je me suis souvenu de la Tchétchénie et du nombre de gars qui sont morts en tombant dans ces pièges. Le second épisode date aussi de 2004. Près de la station Grishany, Ivan Kalutsky, adolescent de 14 ans, tombe dans le piège préparé par Konovalov. D'abord, j'ai attrapé de l'essence dans la figure et puis le feu. J'ai été tout enflammé comme une sorte de flambeau vivant. Sans les révélations de Kovalov, cet épisode avec un homme enflammé n'aurait pas été dévoilé. À suivre, les expériences mortelles. Comment les terroristes essaient-ils leur explosif? Pourquoi Konovalov se filme-t-il? Putain, bordel, t'as vu ce que ça fait? Et les détails inédits de l'explosion près de l'obélisque Minskville Héros. Le travail avec l'explosif nécessite non seulement les connaissances en chimie théorique, mais aussi un savoir-faire extrêmement précis. Juste après l'arrestation, on découvre comment les terroristes s'entraînaient. Dans le téléphone portable de Konovalov, les policiers découvrent des dizaines de photos et vidéos illustrant les entraînements. Retrouver les polygones est une des priorités de l'enquête. Pour ce faire, le parquet général fait participer les militaires. Konovalov, quant à lui, ne divulgue rien. Sans le savoir, c'est Kovalov qui commence à parler. Il dessine par sa propre main le schéma de disposition des polygones. L'endroit a été retrouvé en 1 heure. Les trous faisaient de 50 cm à 1 mètre de profondeur. Dans certains arbres autour, on a trouvé des fragments de clous de charpente dont étaient chargés les engins explosifs. Depuis l'été 2007, la puissance de l'explosif n'arrête pas d'augmenter. Et tous les essais sont filmés par un appareil photo. Il sera retrouvé pendant la perquisition dans l'appartement de Konovalov. Ces films, les voici. Sur celui-ci, le terroriste est en train de poser. Il rentre dans le cadre de l'objectif pour vérifier si le lieu de l'explosion se fait bien voir. Et là, c'est l'explosion même. Remarquez, on entend la voix de Konovalov qui est surpris et ravi par la puissance de l'onde explosive. Putain, bordel, t'as vu ce que ça fait? Les images prouvent que les terroristes aspirent à mutiler leurs victimes. C'est pour ça qu'ils étudient scrupuleusement la technique de dispersion des fragments et des éléments de fragmentation sur les polygones. Konovalov accroche des morceaux de tapisserie entre les arbres. Kovalov fait des tests avec des bouteilles qu'il dispose près de l'épicentre de l'explosion. Et alors, qu'est-ce qui se passait avec la bouteille? Rien, ça a volé en éclats. Au moment des attentats, au lieu du papier ouvert, le shrapnel métallique va percer les humains. Dmitri m'a exprimé enfin, il m'a raconté son désir de réaliser une explosion à Minsk, à peu près 1 mois avant l'attentat même. Une explosion puissante retentit la nuit du 4 juillet 2008, près de l'obélisque Minskville Héros. J'ai posé un engin explosif en face de l'hôtel Planeta. Un hasard fatal embrouille les plans. La première bombe n'a pas explosé. Konovalov attend sa détonation pendant une demi-heure. D'ailleurs, les experts qui étudiaient l'engin
croit que c'était une chance fantastique parce que la bombe a été retrouvée et ouverte par les passants. Dès qu'ils ont vu des fils et même une montre à l'intérieur de la boîte de jus de fruits, ils ont compris que c'était probablement un engin explosif. Le temps que les Minskois curieux étudient la bombe ratée, Konovalov, gardant son sang-froid, se dirige vers son appartement de location pour en prendre une deuxième. Il retourne à la fête, repose la deuxième bombe et la met en marche. Vous vous rendiez compte que votre action pouvait provoquer des victimes? Oui. Grâce au coup raté, les juges d'instruction disposent de la preuve principale, une bombe qui n'a pas explosé. Le premier constat de l'expertise est que cette bombe est complètement identique à celle qui a mutilé 59 personnes près de l'obélisque. Elles sont pratiquement identiques. On a réussi à identifier le morceau de la bande isolante prélevé de la bombe ratée, et puis aussi le morceau de la bande isolante retrouvé après l'explosion. Au départ, il faisait partie d'un tout unique. Voici encore un constat important de l'expertise. La puissance et le rayon d'action de la bombe est comparable à une mine anti-char, mais la bombe est un produit artisanal. Le pack d'écrou ressemblait à ça. C'était à l'intérieur de l'engin explosif. Quoi qu'on dise, toutes les empreintes ont été identifiées à l'intérieur. Et ce n'était pas une seule empreinte, il y en avait plusieurs. Les experts sont unanimes. Ces empreintes sont l'annulaire et le pouce de la main gauche et le pouce de la main droite de l'exécuteur. Pour déceler le crime, l'enquête fait un acte peu populaire et sans précédent en prélevant les empreintes de tous les citoyens hommes du pays. On collabore avec les collègues des pays étrangers. Le principal du travail est effectué par Interpol, le plus important réseau policier international. Le 5 juillet 2008, les empreintes du suspect ont été envoyées pour l'identification dans tous les pays membres de l'organisation. Plus de 30 pays nous ont donné l'information concernant l'identification dactyloscopique. Plus de 20 pays nous ont accordé les résultats d'analyse de l'engin explosif. Le travail gigantesque des policiers et des services secrets effectué en 2008 n'est pas vain. 3 ans plus tard, ce travail ne donnera pas lieu à des spéculations et conclura que les explosions à la station Oktyabrskaya et celles le jour de l'indépendance ont le même auteur. Le monde entier a pu constater que les traces de 2008 correspondent aux empreintes actuelles de Konovalov. Alexei Binetsky, avocat connu qui exerce en Russie, en Grande-Bretagne et en Allemagne, est persuadé que les données d'Interpol sont devenues l'argument principal pour ses partenaires européens. Il est difficile de soupçonner Interpol d'avoir accepté de l'argent pour avoir placé à retardement les empreintes d'une personne dans leur fichier. C'est impossible. En juillet 2008, lorsque les médecins se battent pour la vie des victimes de l'attentat, Konovalov et Kovalov suivent les actualités de très près. Dès qu'il comprend que l'explosion est classée voyoutisme, il devient enragé. Il se sent humilié par une telle formule. Il n'était pas d'accord que c'était du voyoutisme. Il m'a même cité l'article du Code pénal sur le terrorisme. Il le considérait comme un attentat. Il est venu à Minsk plusieurs fois. Ce n'est pas seulement selon ses propres dépositions. On a intercepté son portable et on a clairement vu qu'il était venu plusieurs fois pendant 1-2 jours à Minsk. On lui a demandé ce qu'il y avait fait. Sa réponse, je choisissais les endroits pour le futur attentat. Il voulait se faire déclarer terroriste numéro 1. Pendant 3 ans, Konovalov évite la dactyloscopie par miracle. En janvier 2009, encore une chose extraordinaire se produit. Konovalov doit aller faire son service militaire, donc il sera obligé de laisser ses empreintes. Mais au bureau de recrutement, il déclare qu'il l'a déjà fait et on le croit.
En langage judiciaire, cette chance s'appelle négligence dans l'exercice de ses fonctions. Selon cet article du Code pénal, l'expert qui n'a pas vérifié les paroles du terroriste sera condamné. Il a été condamné à 3 ans de prison par le tribunal régional de Vitebsk. Dans l'armée, le terroriste Konovalov mûrit définitivement. 1 mois après son retour, il déclare à Kovalov que dans 1 mois, il fera sauter le métro de Minsk. Il m'a dit qu'il avait sorti de son unité 2 extincteurs qu'il voulait utiliser pour fabriquer l'engin explosif. Voici ces extincteurs que le terroriste se prépare à utiliser pour fabriquer les nouvelles bombes. Ils seront retrouvés dans la cave laboratoire. Ils sont vides, pas chargés, c'est-à-dire que Konovalov les a vidés pour les transformer en bombes. Les numéros d'enregistrement des extincteurs indiqueront leur provenance, qui est l'ancienne caserne de Konovalov. Ils étaient là, voilà numéro 1 et puis numéro 2. À suivre, dernier jour avant l'attentat. Comment est-ce que Konovalov transporte l'explosif à Minsk? Je savais ce qu'il y avait dans le sac. Qui lui donne un coup de main à la capitale? Pourquoi vise-t-il le quai de la station Oktyabrskaya? Là, il y a beaucoup de monde. Les révélations du terroriste numéro 1 sur les lieux du crime. Le matin du 4 avril 2011, Konovalov reçoit la convocation au commissariat local, l'invitant à venir déposer ses empreintes. C'est à ce moment qu'il comprend qu'il est condamné. Le matin du 9 avril, sans attendre Konovalov, les policiers viennent chez lui. On lui a proposé de faire l'enregistrement dactyloscopique, mais il a d'abord refusé. Les policiers insistent et Konovalov cède. Le cercle ferme. Le terroriste comprend que ses heures en liberté sont comptées. Il a paniqué, puis il m'a appelé et a décidé de venir à Minsk. Le plan de l'attentat d'été 2011 risque de s'effondrer. Concocter les bombes à partir des extincteurs volés en utilisant une farce compliquée et la puissance maximale nécessite du temps. Le temps que Konovalov n'a plus. Pourtant, on ne peut plus changer le lieu de l'attentat. Konovalov descend dans sa cave et monte la bombe en quelques heures. Les actions suivantes du terroriste sont restituées minute par minute. À midi, sans rentrer chez lui, il loue pour une nuit un appartement à Vitebsk. Quand il est entré, il a soigneusement posé un sac noir dans l'entrée à droite. Le 10 avril, au petit matin, Konovalov appelle un taxi à l'adresse de l'appartement loué. Il va à la gare, puis se rend à Minsk. Pendant les 4 minutes de trajet, il ne dit pas un seul mot. C'est pourquoi le chauffeur ne se souvient que du sac noir de son passager. Je l'ai mis moi-même dans le coffre. Il faisait pas moins de 20 kilos. 6h01, gare de Vitebsk. C'est le premier endroit où Konovalov est fixé par les objectifs des caméras de surveillance. Là, il est avec son sac dans la salle d'attente. Quelques minutes plus tard, il monte sur le quai, puis dans le train, et quelques heures plus tard, il descend à Minsk. Vladislav Kovalov, son ami ancien, vient le chercher à la gare. Là, ils prennent l'escalier roulant en portant le même sac. Fait important. Kovalov sait déjà que la bombe est dans le sac. Explosif, bombe. Comment vous le saviez? Quand je l'ai soulevé, enfin je l'ai pris la première fois, je l'ai fait assez négligemment. Et lui, il m'a dit de ne plus faire comme ça, en m'expliquant ce qu'il y avait dedans. Ковалев был зафиксирован в метрополитене камерами наблюдения. Kovalov a été filmé dans le métro par les caméras de surveillance lorsque Konovalov et lui portaient le grand sac de voyage et on a prouvé que c'était bien lui. À la gare, Konovalov et Kovalov trouvent par téléphone un appartement de location.
Konovalov contacte l'agence immobilière depuis le portable de son complice. Il craignait que les empreintes qu'il avait déposées soient vérifiées et on découvrirait qu'il avait commis l'attentat de l'obélisque. C'est pourquoi il a éteint son portable. Quelques heures plus tard, ils sont dans leur appartement loué. Ils passent la soirée ensemble, mais il n'y a pas que. Il y a encore 2 filles. L'une est Yana Pachitskaya, qui reste dans l'appartement pour 2 jours. Elle deviendra ensuite le témoin principal de la partie d'accusation. On s'est retrouvés sur Contact. Il a écrit qu'il viendrait à Minsk pour 3 jours et que si je voulais bien, on pourrait se voir. J'ai dit d'accord, invité une copine et vers 8h, 8h15, on est descendu à la station Frunzenska où il nous attendait avec Vlad. Le 10 avril, Konovalov est fixé par les caméras de la station Oktyabrskaya. C'est le choix définitif du lieu et de la cible. La vidéo du 10 avril montre clairement comment Konovalov fait sa reconnaissance et conçoit scrupuleusement son itinéraire et le dépôt de l'engin explosif, puis il choisit l'endroit d'où il va l'activer. Cet endroit correspond exactement à celui où il a commis l'explosion dans le métro de Minsk. Le soir, la compagnie fait une beuverie. Quand nous sommes venus, ils avaient déjà descendu 3 bouteilles et Dima était vraiment ivre. Le matin du 11, Kovalov va au travail et ne rentre qu'à l'heure du déjeuner. La compagnie continue de picoler, mais Konovalov déclare « Je ne boirai pas beaucoup, j'ai un rendez-vous important ». Plus tard, Yana montrera où les terroristes cachaient la bombe, joignaient les fils et comment ils se comportaient 1 heure avant l'explosion. J'ai entrouvert le rideau de ce côté-là et j'ai vu qu'il fouillait dans le sac. Konovalov et Kovalov passent 15 minutes derrière le rideau. Là-bas, Kovalov assiste Konovalov dans la préparation de l'engin explosif. Il ne faut pas oublier que Kovalov est électricien, il s'y connaît. Il fallait connecter tout ce système-là. Et vous voyez, quand il a fait sa déposition, Kovalov racontait tout avec une telle exactitude, avec de telles subtilités de ce système de circuit électrique. Une personne qui ne faisait qu'observer de côté la préparation n'aurait pas pu le faire. Il a sorti le transmetteur, il a dit que c'était pour faire marcher la bombe. Il a appuyé quelques fois, je l'ai pris moi aussi dans les mains, et c'est tout, je le lui ai rendu. Konovalov rentre chez lui sans son sac. Il est de bonne humeur. Cela choque, mais un homme qui vient commettre un attentat chante. Dans la cuisine, il chantonnait n'importe quoi. Vers ce moment-là, les actualités spéciales déchirent les chaînes. Yana regarde ces images à la télé. Même ivre, elle s'en souvient. Konovalov et Kovalov rient. Ils rigolaient. Cela a provoqué leur extase intérieure. Nous voilà qui l'avons fait. C'est nous qui l'avons voulu. Le rire retentit dans l'appartement des terroristes au moment même où l'on sort les corps des morts du métro. Kovalov est complice, aucun doute. L'homme qui a approuvé toutes les démarches de Konovalov pendant 10 ans, qui discutait avec lui et qui, quant à l'attentat, a commis des actions concrètes justifiant de sa complicité et de son assistance. Il a aidé à activer la bombe, il lui souhaitait bonne chance, il s'intéressait comment tout s'était passé. Ils ont organisé là, dans cet appartement, une beuverie. Toute la journée qui suit, la compagnie boit et regarde les actualités. Vers le soir, il manque d'alcool et Konovalov, pour la première fois après l'attentat, quitte l'appartement. Il se dirige vers le magasin. Qu'est-ce que vous avez fait mardi? On est allé au magasin. Qu'est-ce que vous avez acheté? Dieu va. Et c'est à ce moment-là que le terroriste est repéré. Les caméras de surveillance extérieure le suivent jusqu'à l'appartement. Quelques heures plus tard, les forces spéciales Almaz le prennent d'assaut. À suivre, l'attentat terroriste qui a bouleversé tout le pays. Les dernières secondes avant l'explosion. Je suis arrivé à la station de métro Oktyabrskaya. Échappé à la mort par miracle,
qu'est-ce qui a sauvé les gens sur le quai? Comment l'assassin le plus recherché dans le pays a été repéré et arrêté? Vidéo inédite, la prise des terroristes et l'interrogatoire de Konovalov directement sur le quai de la station où il a tué 15 personnes. Lundi, 17h39, Konovalov descend dans la station Frunzinskaya. Le voici qui franchit le portillon avec le sac et descend sur le quai. Faites attention, le terroriste se trouve bien dans le champ de vision de l'agent de milice, mais ce dernier ne l'arrête même pas. L'identité de l'agent sera établie. C'est Vitaly Rogachevski. Sa négligence constituera la base d'un procès pénal à part. Le 1er février 2012, Vitaly Rogachevski sera condamné à 3 ans de privation de liberté. Le terroriste descend sur le quai et monte dans le premier wagon du train qui vient juste d'arriver. Ici, c'est toujours lui, avec le sac, qui monte derrière une femme portant un chapeau blanc et qui descend quelques minutes plus tard à la station Kupalovskaya. Dans quelques instants, Konovalov est sur place. Je suis arrivé ici. J'ai posé le sac dans cet endroit. Après, il y avait un banc. Je suis resté assis à peu près 3 minutes. Je suis revenu sur mes pas et j'ai monté l'escalier. 17h54, Konovalov est de nouveau dans le tunnel, mais déjà sans son sac. Il le surveille attentivement, se retournant quelquefois en marchant. À l'entrée du tunnel, le terroriste s'arrête. Ce n'est pas un hasard, mais une question de précaution. 1 minute environ, Konovalov reste à surveiller attentivement la bombe et le quai. À quel moment vous avez appuyé le bouton? Quand le train arrivait à la station. Une explosion puissante a retenti. On manquait d'air. Dans l'épicentre, les gens sont littéralement déchirés par la force de l'explosion. Les morceaux de granit et de shrapnel métallique de la bombe transpercent même l'acier du wagon. Un garçon est mort devant moi. Il courait vers le train. Il y avait déjà beaucoup de gens, sans bras, sans jambes. Les gens bougeaient, appelaient au secours. J'ai trébuché, je suis tombé. J'ai compris que quand j'ai touché, il y avait quelque chose de poisseux, de chaud, vous voyez. Tout ça, c'était les restes des gens. La collecte d'épreuves sur la station Oktyabrskaya commence dans quelques dizaines de minutes déjà après l'explosion. C'est l'expérience des meilleures forces spéciales du monde. Soit on capture les terroristes tout de suite, soit jamais. D'ailleurs, l'Interpol, le Mossad israélien et le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le comité d'investigation de la Fédération de Russie joignent leurs enquêtes au travail de toutes les forces spéciales de Biélorussie. L'engin a été déposé dans la station de métro et il a été déclenché à l'arrivée du train, juste au moment où la sortie-entrée des gens avait lieu. L'explosion était d'une telle force que le corps d'une des victimes a été rejeté par l'onde explosive sur la ligne voisine et s'est trouvé sous le train qui arrivait de l'autre côté. L'analyse des images des caméras du métro et des rues de la ville commence. 4 heures ont suffi au service de l'instruction pour avoir déjà le principal suspect, celui qui entre dans le métro avec un sac et en sort sans sac. Le matin du 12 avril, les spécialistes ne connaissent pas encore le nom de Konovalov, mais ils ont une super image en couleur faite sur la place Oktyabrskaya.
C'est ici que le terroriste revient pour voir en personne les effets de l'explosion. Ça, c'est une image. Les collègues d'Interpol l'améliorent pour en faire un portrait. Vers le soir du 12 avril, nous avons déjà reçu ces photos de meilleure qualité et nous les avons utilisées au cours des opérations de l'instruction pour la recherche du criminel. Les agents de l'instruction recherchent en même temps des complices éventuels du terroriste. Probablement, il n'agit pas seul. Tous ceux qui s'arrêtent ou marchent à côté, jettent un coup d'œil ou se trouvent tout simplement dans le champ de vision, sont identifiés et vérifiés jusqu'à être soumis au test sur le détecteur de mensonges. Il n'y avait pas une seule personne sur les vidéos qui aurait éventuellement, voire indirectement, le lien avec ce crime épouvantable. Tous ceux qui ont été filmés, ce sont des gens qui s'y sont retrouvés tout à fait par hasard. Le temps que Konovalov, Kovalyov et Pachitske continuent le festin, les policiers réduisent au maximum la zone des recherches. Le 10 et le 11 avril, le terroriste descend 2 fois dans le métro à la station Frunzinska. De plus, il le fait du côté où le transport en commun ne s'arrête pas. Donc, il est possible qu'il vienne à pied. Les rues Sukhaya, Romanovskaya Sloboda, Kollektorная et Nimiga constituent la zone des recherches. C'est un petit quartier avec peu d'immeubles d'habitation. Toute personne plus ou moins suspecte faisait l'objet d'une attention particulière. Ce jour-là, la chance sourit aux inspecteurs pour la première fois depuis 2005. Le soir du 12 avril, Konovalov est repéré près du magasin. Ensuite, Almaz agit avec rapidité, dureté et netteté. L'arrestation des terroristes fait bien partie de l'expérience mondiale. Brusquement et rapidement parce que nous étions inquiets pour les habitants de l'immeuble, vu qu'il pourrait y avoir encore un engin explosif dans cet appartement. Afin de bloquer toute résistance, l'arrestation des criminels se déroulait avec l'usage de la force physique. Remarquez, au cours de l'arrestation, on casse le visage à Konovalov et c'est le seul trauma que les terroristes aient eu. Des dizaines d'inspecteurs vont se succéder ultérieurement. Des kilomètres de pellicules vont être utilisés pour des enquêtes et des expériences, tout avec la participation des avocats, des témoins, des experts et des médecins. Et nul, y compris les terroristes eux-mêmes, ne déclarera avoir subi contrainte ou pression. Vladislav Yurievich, avez-vous vu la vidéo? Oui, je l'ai vue, pas de remarques. Remarques concernant les mesures d'instruction? Aucune. La vidéo faite au cours des premières minutes qui ont suivi l'assaut de l'appartement n'est pas moins significative. Comparez, d'un côté, les terroristes ivres jusqu'à la démence et de l'autre côté, leurs victimes sur les tables d'opération. Regarde dans la caméra, merde. Nom, prénom, patronyme. Nom, prénom, patronyme. Et ton ami, c'est quoi son nom de famille? Dima. Comment? Dima? Et son nom de famille? Ben, je ne me rappelle pas. C'est quoi le nom de famille de Dima? Vas-y, cherche dans ta tête, ils sont bourrés, ils sont trop bourrés. Konovalov. Konovalov Dima? Konovalov Dima? Konovalov Dima? Et tu t'appelles comment? Ivan. Ivan? Nom de famille. Kovalyov. Ivan Kovalyov? Vlad Kovalyov. Vlad Kovalyov? Vu leur état après avoir bu de l'alcool, les terroristes n'ont été interrogés que quelques heures plus tard. C'est seulement le matin du 13 avril que Konovalov, assisté par un avocat, va faire sa première déposition. Je suis arrivé à la station Oktyabrskaya et j'ai fait exploser une bombe. À suivre. Qu'est-ce qui a été découvert par l'expertise coordonnée du FSB de la Russie? Il y a des traces de tournage. Les familles des morts, un an après. J'ai l'impression qu'il est quelque part tout près. Et quelle sentence les proches des victimes de l'attentat ont-ils prononcé à Kovalyov et Konovalov? Sentence définitive, peine de mort par fusillade. Nous avons entendu cette décision. Nous l'avons très attendue.
Il ne lui suffit pas de tuer à Konovalov. Il lui faut des souffrances humaines. Avez-vous eu comme but de tuer plus de personnes? Oui. Le laboratoire dans le sous-sol a été finalement retrouvé en 2011. Lacrymosa est le rêve du masochiste, proclame l'inscription au-dessus de la porte d'entrée. Quels explosifs étaient fabriqués ici? Diperoxyde d'acétone. Quels sont les composants? Hydropérite, acétone et l'acide sulfurique. Les agents chargés de l'instruction vont en effet découvrir le véritable arsenal des terroristes. Acétone technique, détonateur identique fabriqué à base d'une ampoule qui a été découvert dans un paquet de jus Sadachok lorsque les explosions se sont produites à Minsk. Absolument identique, exactement le même. Après des dizaines d'expertises, les trouvailles dangereuses dans le laboratoire vont prouver que les objets découverts dans le sous-sol et les bombes à Vitebsk, près de l'obélisque Minsk-Ville-Héros, et dans le métro sont de même provenance. Par exemple, c'est le détonateur fabriqué à la main trouvé en 2011 dans le sous-sol, et celui-ci, c'est le détonateur de l'engin qui n'a pas explosé le jour de l'indépendance en 2008. Comparez vous-même, ils sont identiques. Le temps que les expertises sont menées, Konovalov raconte et montre au service de l'instruction comment il se préparait aux attentats. Une reconstitution a été organisée en présence de nos agents. Au cours de cette reconstitution, on a proposé à Konovalov de créer des maquettes d'explosifs et il a agi avec beaucoup de sûreté. Certaines de ces opérations étaient semi-automatiques. Au cours d'une reconstitution, il fabrique en rien qu'une demi-heure une imitation de l'explosif et de l'engin explosif. C'est l'expérience réalisée, si je ne me trompe pas, par des experts israéliens, celle où Konovalov, les yeux fermés, a recréé la bombe qu'il avait faite exploser dans le métro. Je n'ai aucun doute que ce sont les mêmes gens qui ont commis l'attentat dans le métro de Minsk le 11 avril. Qu'y avait-il d'autre dans la bombe? Des éléments blessants. Ce sont justement ces éléments qui ont été trouvés sur le lieu du crime, juste après l'explosion. Nous voyons bien les traces de brûlés et les empreintes laissées par l'explosion sur les éléments endommageants, dont morceaux de ferrure, boulons, écrous, galets métalliques, billes et clous que Konovalov a spécialement achetés dans un magasin pour remplir sa bombe. Voici le même wagon près duquel a explosé la bombe déposée par Konovalov. Les agents du FSB en ont fait l'expertise. Ce document représente l'avis de l'expertise générale de l'Institut de criminologie du FSB. Sur les 17 pages, les spécialistes ont fait l'analyse détaillée de la bombe. Ils ont conclu qu'elle était fabriquée de façon artisanale. Tous les composants de l'engin explosif sont en vente libre. Il n'y a aucune difficulté pour fabriquer une bombe de ce genre à domicile. D'après sa formation, Dmitri Konovalov est tourneur-fraiseur. Depuis juin 2007, il travaille à l'usine des pièces de rechange pour tracteurs. Sur les pièces sous forme de galets cylindriques, on distingue les traces d'usinage laissées par des outils du type outils à tronçonner et probablement outils à charioter, faites sur un appareil de type tour à charioter. Au cours de la perquisition, nous avons relevé des fragments de ferrure similaires à ceux qui ont été utilisés pour la bombe. En mai 2011, le secrétaire général d'Interpol, Ronald Noble, arrive à Minsk afin de donner son appréciation au déroulement de l'opération antiterreur. Je peux dire à tous les habitants de la Biélorussie, cet attentat a été élucidé si vite grâce à la haute compétence du ministère de l'Intérieur et d'autres ministères de votre pays, et également à l'utilisation de la surveillance vidéo et la coopération étroite du ministère de l'Intérieur et du bureau d'Interpol à Minsk avec les services chargés de l'ordre dans d'autres pays au niveau bilatéral et international. Lors de la toute première audience, Konovalov se reconnaît coupable de la chaîne d'attentats sur la période de 6 ans. Ils ont coûté 15 vies et presque 500 destins humains détruits par l'explosion.
Je me reconnais coupable de l'explosion dans le métro de Minsk le 11 avril 2011. Et je me reconnais également coupable de l'explosion le jour de l'indépendance, le 3 juillet 2008. Ce genre de mal doit être châtié. C'est l'opinion de Vladimir Dobrinkov, sociologue phare russe et père qui a perdu sa fille. En 2001, Maria et son fiancé sont atrocement tués par une bande d'assassins à gages. L'homme qui a commis un crime tellement grave s'est positionné hors de la société et hors de la loi. Ce n'est plus un humain, parce qu'il ne veut pas respecter la loi humaine. La Cour reconnaît la culpabilité de Kovalyov pour la non-dénonciation des attentats de Vitebsk et de Minsk en 2008. Son rôle dans le crime le plus affreux et sanglant, attentat dans le métro, est qualifié de complicité. Pourquoi n'avez-vous rien entrepris pour arrêter Dmitri Konovalov? Je ne sais pas. Il y a des rumeurs qui disent que Kovalyov aurait été fusillé pour ne pas avoir dénoncé. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas dénoncé. Lui-même, il a participé à ce crime. Il en est le complice. Il est le coparticipant. Les indices de coparticipation sont là. Alors il a été justement appelé en justice pour terrorisme. La Cour suprême a jugé l'état d'ivresse des accusés de circonstances aggravantes. La sentence rendue est la mesure d'exception. La peine de mort. Le procès est équitable, parfaitement équitable. Ils l'ont mérité. Les gens comme ça n'ont pas le droit de vivre sur notre planète. La peine de mort est la sanction juste. Vous voyez, c'est le châtiment, un châtiment devant la loi, un châtiment juste. Si la vie est enlevée aux autres, alors les gens qui l'enlèvent brutalement, de façon irréfléchie, eux, ils doivent être punis. Les proches et les amis des victimes rendent leur sentence à la terreur. J'ai l'impression qu'il est quelque part là-bas. Il regarde peut-être du ciel. Et je ne peux non plus supprimer ces textos. Je ne les supprimerai pas. Alyonka, la sœur cadette de Roman, attend toujours son frère Romka. Le 11 avril, il est parti pour peu de temps et il lui a promis de revenir. Roman n'avait jamais menti à sa petite sœur. Au revoir, mon petit. Cette année, il aurait célébré son 19e anniversaire. Il ne restait à Sergueï que 3 mois jusqu'à sa majorité. Voilà, c'est tout ce que nous reste, cette photo. Et voilà une autre, nous en avons pris beaucoup. Les gens qui l'ont fait, ils n'ont pas du tout l'air de le regretter, de se repentir de ce qu'ils ont commis. L'ex-femme d'une autre victime, Vitaly Dainek, n'a non plus remarqué aucun signe du repentir dans les yeux des terroristes. Elle espérait le voir, mais à la place des sentiments propres à un homme, il n'y avait que du cynisme inhumain. Je n'ai pas eu le moindre doute que c'était eux qui étaient coupables de cette tragédie, qu'ils l'ont fait. Nous avions l'impression qu'ils n'avaient même pas de famille, rien du tout, parce qu'ils s'étaient décidés à l'attentat. Certainement, nous voulions qu'ils soient punis comme il se doit. Nous avons entendu la sentence, nous l'avons tant entendue. Il y a 1 an, les médecins luttaient pour la vie de Anna Shagoyka, dans la rue même. C'était à la télé, devant la sortie du métro, que les proches ont vu leur maman et leur grand-mère couvertes de sang, pour la dernière fois en vie. Il y a une semaine, nous avons ouvert sa table de nuit. Nous avons sorti son portrait et nous l'avons couvert de baisers.